Bien, je vous propose de vous installer pour cette conférence de conclusion avec Caroline Bouffot qui doit être avec nous depuis Paris. Petit souci personnel qui ne lui a pas permis de venir jusqu'à nous aujourd'hui, mais elle a pu se dégager malgré tout pour pouvoir vous commenter cette étude qu'elle va nous présenter sur les parcours digitaux des voyageurs 2017, une étude toute fraîche, toute neuve que Caroline nous présente et on l'en remercie. Je pense qu'on peut peut-être la voir en live. Jérôme, tu me confirmes? Bonjour Caroline. Vous nous Bonjour, entendez? bonjour à tous. Très bien, parfaitement. Parfait. Merci à vous d'être un petit peu avec nous malgré tout. C'est super sympa. Vous voyez les slides, vous me dites quand on avance. On est parti sur la première et puis on vous laisse nous présenter donc ce parcours client voyage 2017. Merci. Donc bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir me joindre à vous par la magie de la technologie, même si je suis effectivement très déçue de ne pas pouvoir profiter pour visiter Pau, pour revisiter Pau. Est-ce que c'est possible de couper le micro sur la scène pour éviter l'écho? Super, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Caroline Bouffot, je suis directrice du département commercial tourisme et transport chez Google France. Et donc, à ce titre, mon équipe gère les relations commerciales avec les grands comptes de Google dans le tourisme et le transport, dont les sièges sociaux sont situés en France. Et notre vocation, c'est de les aider à tirer le meilleur parti du digital pour développer leur business. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler donc, de cette étude qu'on mène régulièrement avec Médiamétrie, qui s'appelle Clickstream, et qui nous donne un bon aperçu des parcours des voyageurs sur le digital en France. Alors, si on commence par vraiment une courte introduction, je suis consciente qu'on fait la fermeture et que je vais vous donner beaucoup de chiffres, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, si on avance un petit peu sur la présentation, donc quelques rappels. Le digital maintenant, c'est en fait en 2017, c'est la première année où les Français passent plus de temps sur Internet que sur leur télévision. Donc ça y est, c'est un milestone qui a été franchi. Je ne sais pas si vous faites partie des 41% des Français qui consultent leur mobile en plein milieu de la nuit. J'avoue que ça peut m'arriver, même si c'est mal. On va aussi vous parler pendant cette étude, on va faire un focus sur les millennials. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les acheteurs de voyage, on a 25% des acheteurs en ligne qui sont des seniors. Donc, on va parler de millennials parce que tout le monde parle de millennials et que ça intéresse les marketeurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore une grande partie des cibles marketing intéressantes qui ne sont pas des millennials, qui sont vraiment des seniors. Une statistique qui est intéressante aussi, c'est que donc, chez ces millennials dont on va tant parler, on en a 75% qui utilisent leur smartphone comme premier point d'accès à Internet. Et tout au long de la présentation, vous verrez qu'on a essayé d'avoir des focus sur le mobile et sur le desktop pour montrer un petit peu l'évolution dans l'ensemble de la population. Mais évidemment, les millennials ont déjà fait le shift depuis bien longtemps. Si on avance un petit peu, donc on se situe en fait. Alors, donc je pense qu'il y avait un petit peu de retard, c'est pas grave. Vous pouvez avancer du coup encore un peu. Et encore voilà. Parfait. Donc, on se situe dans un contexte de marché de voyage en ligne qui ne cesse de croître. Peut-être revenir sur la slide précédente que je vais commenter un petit peu. Donc là, on a voulu confronter les chiffres de Focusrite avec les prévisions que nous faisons de la demande voyage basée sur les recherches que les internautes font sur Google. Donc, Focusrite prévoit qu'en 2018, on va avoir 9% de croissance des réservations en ligne en Europe, à comparer avec 3% sur l'ensemble du marché, donc en ligne et offline. Nous, ce qu'on déduit de l'étude qu'on a fait sur les recherches sur Google, c'est qu'on verrait à peu près 6% de croissance donc de la demande sur le marché français. Quand je parle de demande, c'est un abus de langage, c'est juste le reflet, l'estimation des requêtes qui se feront sur le moteur de recherche.
qu'on utilise comme un proxy de la demande, mais qui effectivement n'est pas une vue parfaite de la demande. Pour vous donner un ordre de grandeur là-dessus, cet été, sur juillet-août, sur le marché France, on a vu que les recherches qui étaient faites sur Google en France sur le thème du voyage étaient en hausse de 7% par rapport à juillet-août de l'an dernier. Et quand on regarde ces recherches qui donnaient des destinations domestiques, donc vraiment pour des voyages qui se prévoyaient en France, on était à plus 10%. Ce qui était un chiffre en nette accélération par rapport au printemps, parce qu'au printemps, on avait eu vraiment un intérêt pour le voyage qui était plutôt en berne, assez attentiste, et on a attribué ça donc à la période électorale sur la France, puisqu'on l'a vu aussi sur d'autres industries que sur le voyage. Et donc 10% de croissance des recherches sur juillet-août pour le domestique. Et ce qu'on suit aussi de manière très régulière, parce qu'on a eu... la France a beaucoup souffert donc, du contre-coup des attentats en 2015 et 2016. Donc, ce qu'on a vu donc, en juillet et août, c'est la demande des étrangers pour des séjours vers la France qui a cru de 16%. Et là, évidemment, il faut prendre en compte l'effet des attentats de Nice de l'année précédente, donc qui font que, évidemment, le 16% est un peu trop gonflé par rapport à la réalité. Mais quand on le ramène à l'année d'encore avant, donc à l'été 2015, on est quand même sur un niveau de croissance de 2%, qui nous paraissait intéressant. Donc voilà, si on se projette maintenant un peu vers l'avenir, donc 6% de croissance des recherches voyages sur Google en France l'année prochaine. Et ces 6%, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça cache des réalités très différentes entre le mobile et le desktop, puisqu'on s'attend à une légère décroissance sur le desktop, alors qu'on aura une croissance de 18% des recherches qui sont effectuées depuis un mobile. Si on enchaîne la suite, voilà. Donc, les enjeux, vous le savez, sont très forts autour du canal digital. Le premier d'entre eux, qui est un des sujets sur lesquels on échange le plus avec nos partenaires, c'est comment je fais pour faire croître mes ventes directes digitales. Donc, évidemment, il y a toujours cette dichotomie entre est-ce qu'il faut que je privilégie mes ventes directes ou est-ce que je fais croître mes canaux indirects, c'est-à-dire les ventes que j'effectue via une online travel agency, par exemple. Et là-dessus, alors c'est pas des chiffres Google, mais c'est des chiffres Focusrite que je trouve intéressants. Focusrite estime qu'en 2016, on avait en Europe 57% des réservations online qui étaient faites sur des sites de fournisseurs en direct, et le reste, donc 43%, qui sont faites via des online travel agencies. En revanche, sur cette part de 43%, on avait une forte hausse et une accélération beaucoup plus forte que sur les sites de fournisseurs. Et Focusrite estime qu'à partir de 2018, cette tendance va s'inverser et que ce seront les sites de fournisseurs qui augmenteront plus rapidement que les sites des online travel agencies. Donc, c'est un sujet qu'on suit de près et qui nous intéresse beaucoup. Le deuxième gros sujet, le gros enjeu autour du canal digital, c'est l'expérience client. Donc, comment je crée une expérience de recherche et de réservation qui soit agréable, qui soit sans couture entre ce que je fais online et ce que je fais offline. Et puis, bien sûr, ça passe par des actifs digitaux. Donc, quand je parle d'actifs digitaux, c'est site mobile, site desktop, application. C'est même maintenant mon bot voyage si j'en développe un. Donc, comment est-ce que je m'assure que je réponde aux attentes des internautes? Et là-dessus, il y a des chiffres qui sont assez frappants. Les internautes français s'attendent à ce qu'un site mobile soit chargé en 1 seconde. Et en fait, 1 seconde, l'ensemble des acteurs du marché en sont très loin. Ceux qui ont effectué des très grandes avancées dernièrement, c'est Air France, par exemple, que j'ai en tête, qui est entre 2 et 3 secondes pour se charger, mais la moyenne
et plus autour de 10 secondes. Donc, on est assez loin des attentes des utilisateurs. Et en fait, chaque seconde de perdu, c'est des ventes qui ne sont pas réalisées et un taux de conversion qui chute. Donc, voilà pour ces 3 grands enjeux. Si on continue un petit peu, donc le mobile moment, ce fameux mobile moment, alors ça c'est un moment qu'on attend depuis plusieurs années chez Google. On se demande un peu à quel moment ça va arriver. Évidemment, ça dépend des industries. Mais sur le travel, on a franchi cet été la barre des 50% de recherches effectuées sur mobile. Donc ça y est, on a dépassé, enfin les courbes se sont enfin croisées et on a dépassé cet été donc la part de recherches qui sont effectuées sur mobile par rapport à celles qui sont effectuées sur desktop. Alors, on triche un peu parce qu'en fait, ça redescend un petit peu à partir du mois de septembre quand tout le monde revient au bureau devant son ordinateur. Mais de manière pérenne, à partir du début de l'année prochaine, ça y est, voilà, les recherches se feront majoritairement sur mobile et plus sur desktop. Si on continue, je vais donc maintenant plonger un petit peu plus dans la méthodologie et dans les chiffres de l'étude qu'on a menée donc avec Médiamétrie. Alors, c'est une étude qui se fait en 2 parties. Donc, l'étude Clickstream, je vais y revenir. Elle a été complétée par un questionnaire cette année. Pourquoi? Parce que l'étude Clickstream, elle est hyper intéressante. Elle se base sur un panel connecté donc de médiamétrie, mais elle ne prend en compte que la partie desktop. Et donc, de ce que je viens de vous dire, comprenez qu'en fait, c'est une vision qui est quand même relativement restreinte des parcours digitaux et qu'on a besoin du coup de compléter ça avec un questionnaire qu'on a fait passer donc sur en fait donc il y avait 9 produits différents. Donc quand on parle de produits, c'est des sous-verticales du travel, donc ça va être de l'hôtellerie, de l'aérien, du séjour, de la location de voitures, entre particuliers, enfin, 9 catégories que vous allez retrouver dans le voyage. À chaque fois, on a un échantillon donc, de 300 personnes représentatives de la population pour chacun de ces produits. Donc, qui sont des personnes qui ont réservé, qui vont acheter un de ces produits dans les 12 derniers mois. Et donc, on peut continuer, c'est un peu plus simple d'avoir les informations voilà, qui sont écrites. Et si on continue sur le slide d'après, vous avez la méthode donc, de Clickstream. Donc, 5600 personnes, panel connecté médiamétrie, donc d'adultes. Et tous ces chiffres donc, sont issus d'études qui ont eu lieu sur la première partie de 2017. Donc, ce sont des données qui sont assez fraîches, qui viennent de sortir. Voilà, donc on va pouvoir maintenant rentrer dans les choses intéressantes. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un focus autour des millennials. Alors, quand vous verrez ces 2 petits pictos, donc le picto jaune, la petite rousse à franges, donc c'est un millennial, et le reste, alors c'est pas un businessman à lunettes, c'est en fait le total population. Donc, vous pouvez comparer les chiffres, c'est juste faire un deep dive sur les millennials par rapport au reste de la population. Donc, ce qui nous a sauté aux yeux là-dessus, on voulait savoir si les millennials effectivement voyageaient de manière différente du reste de la population. Et alors oui, évidemment, il y a des conclusions qui vont surprendre personne. Les millennials vont être plus susceptibles de choisir du bus longue distance et un petit peu moins du train que le total de la population. OK. Ce qui nous a un peu plus surpris, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence sur l'appétence au covoiturage et à la location de voitures entre particuliers. Vous voyez, les chiffres sont relativement proches entre les millennials et le reste de la population, et on s'attendait à avoir plus de différences. Donc, on a trouvé ce résultat assez intéressant. Si on continue juste après, donc, on a posé la question donc, aux voyageurs sur quelles étaient les raisons qui leur feraient privilégier de la location d'hébergement entre particuliers par rapport à un hôtel. Et là aussi, je pense qu'on présageait un petit peu des résultats, mais il y a vraiment une attente de personnalisation qui est beaucoup plus marquée chez les millennials que dans le reste de la population. Si on enchaîne, on s'est intéressé ensuite à leurs sources d'information et d'inspiration pour le voyage. Et là-dessus, ce qui se détache, donc l'importance des photos et l'importance de la vidéo
pour les millennials, beaucoup plus que pour le reste de la population. Donc, les photos, qu'elles soient partagées par des amis sur les réseaux sociaux, les vidéos sur les plateformes en ligne, comme YouTube, et il y en a d'autres, et qu'elles soient en fait le fait de marques ou des vidéos UGC, sont des sources d'inspiration beaucoup plus fortes pour les millennials que pour le reste de la population. Et du coup, le corollaire de ça, c'est que des médias plus traditionnels comme les reportages télé ou les magazines sont un petit peu moins importants pour les millennials que pour le reste. Si on continue, on a regardé aussi donc, chez ces chers millennials, quelles étaient les raisons pour lesquelles ils allaient choisir un mode de transport particulier. Donc là, bon, sans surprise, pourquoi on va prendre du bus longue distance et du covoiturage plutôt que du train? Bon, c'est d'abord le prix. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est de voir l'importance de l'accès au Wi-Fi qui est cité sur le bus, et de la réservation dernière minute et du fait de rencontrer de nouvelles personnes pour le covoiturage. Donc, ils sont vraiment du coup des aspérités de ces modes de transport qui attirent cette clientèle. Si on continue, voilà. Donc, globalement, et là, je parle du total de la population, ça, c'est une statistique qui fait un peu peur à un marketeur, de mon point de vue. On a un utilisateur sur deux donc, qui a réservé un produit de voyage qui nous dit qu'il n'avait pas de marque en tête en commençant sa recherche. Donc, les consommateurs sont vraiment très ouverts au début et du coup relativement peu fidèles à une marque. Si on enchaîne, donc l'importance du smartphone, notamment donc, pour les millennials. Donc là, on a 83% des millennials qui ont réservé un voyage, qui ont réservé un voyage en train, qui avaient effectué leur recherche via leur smartphone, et 31% qui ont réservé leur billet directement sur leur smartphone. Donc ensuite, on va vraiment s'attacher à comprendre le parcours client. Et là, je vais essayer de vous l'illustrer le plus possible pour que ce soit le plus concret possible, vous donner des exemples de parcours individuels qui ont été réellement mesurés par Médiamétrie, anonymisés évidemment, pour qu'on se rende compte de la richesse de ces parcours et de leur unicité. Alors, tout d'abord, donc le digital, et je pense que vous ne serez pas surpris puisque vous participez à la conférence e-tourisme. Le digital, c'est pour le travel le point d'entrée du parcours client. Donc là, vous voyez le pourcentage de voyageurs qui disent avoir commencé leur recherche en ligne, qui disent avoir commencé leur recherche en ligne pour finir par acheter leur produit de voyage, et donc une légère différence selon les sous-verticales du voyage, mais une prépondérance vraiment du digital extrêmement forte. Ce qui est peut-être plus intéressant et ce qui mérite d'être commenté, c'est le fait que le parcours d'achat de voyage sur le digital est extrêmement long. Donc ça, c'est des chiffres qu'on compare d'année après année et finalement qui restent relativement constants d'une année sur l'autre. Sauf que, et là c'est la limite de l'étude Clickstream puisque ce sont des datas de Clickstream, on ne parle que de desktop. Ce qui veut dire que quand on se dit que la population en moyenne, sur le total population, on a en moyenne 17 visites de site avant de convertir sur un parcours voyage, en fait c'est 17 visites de site desktop plus X visites mobiles. Et donc, on va bientôt pouvoir doubler en fait ce chiffre pour prendre en compte le mobile. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la longueur globale du parcours. Donc, c'est entre le premier point de contact digital d'entrée de parcours et le moment où j'ai vraiment finalisé ma réservation, il va s'écouler autour de 50 jours. Évidemment, c'est une moyenne. Si vous partez en voyage d'affaires ou si vous réservez vos vacances de l'été prochain, ça sera assez différent. Mais la moyenne est celle-ci. Et ce qui est assez éclairant, c'est finalement de mesurer ça avec d'autres parcours, d'autres industries qui n'ont absolument rien à voir avec le travel. Par exemple, l'énergie.
quand on veut changer son contrat de gaz ou d'électricité, le parcours moyen totale population, il fait 1 semaine et il y a en moyenne 2,3 sites consultés. Donc, on n'est pas du tout sur la même implication de l'internaute sur sa recherche. Et ce qui nous montre vraiment la richesse des parcours digitaux sur le travel et leur extrême complexité. Le slide d'après, alors il faut un petit peu s'accrocher pour le comprendre, mais je le trouve hyper intéressant, donc je vais me permettre de vous le commenter précisément. Ce que vous avez en ordonnée, c'est le nombre de sites qui sont visités par personne sur les différentes sous-verticales que vous voyez à l'écran. Vous avez donc en abscisse la durée moyenne de parcours sur la recherche avant l'achat, en jours. Et la taille de la bulle correspond au nombre de sites, au nombre de recherches qui ont été faites. Donc, par exemple, vous voyez que le vol est tout en haut au niveau 35. Donc, en moyenne, je vais, pour acheter un vol, je vais avoir une durée de parcours qui va durer 35 jours entre le premier touchpoint et la finalisation de mon achat. Et je vais consulter énormément de sites différents, puisque je suis tout en haut du graphe. Et en plus, je vais faire énormément de recherches, puisque la bulle est grosse. En revanche, sur la location de voiture, par exemple, là, j'ai un achat qui est beaucoup plus straightforward, qui va durer quelques jours à peine, et où je vais consulter à peine plus de 2 sites et faire peu de recherches. Sur les séjours, je vais consulter moins de sites différents que pour l'hôtel, et je vais faire un petit peu moins de recherches. Sur l'hôtel, là, c'est là où il y a vraiment énormément de recherches différentes qui sont effectuées sur de très nombreux sites. Voilà, donc si on enchaîne, donc ce qui va être parlant en regardant, enfin en analysant quelques parcours individuels, c'est que quand on parle d'un parcours train, en fait, c'est un abus de langage, c'est-à-dire que c'est un parcours qui se termine par un achat de train. Pareil, quand on parle d'un parcours hôtel, c'est un parcours qui va se terminer par un achat hôtel, mais ça ne veut absolument pas dire que les personnes ont consulté que des sites d'hôtels ou même d'hôteliers qui se rapportent à des hôtels. Au contraire. Donc là, ce qu'on a regardé, c'est en fait la proportion des personnes qui ont réservé un hôtel et qui sont passées par le site d'Airbnb avant de finaliser leur réservation sur un site d'hôtel. Et c'est 29%. Pareil, donc 23% des utilisateurs qui ont réservé sur un fournisseur de transport, donc par exemple Voyager SNCF, sont passés sur Blablacar à un moment de leur parcours. Donc, c'est ce que je disais, il n'y a plus un parcours type. Et ce qu'on va regarder juste après, donc il y a juste 2 exemples, il y en aurait des milliers, mais on va en prendre 2. Et celui-là, je le trouve particulièrement rigolo, puisque finalement, vous voyez, donc la première ligne vous montre les dates auxquelles ont été effectuées les recherches. Donc, il s'agit d'un vrai utilisateur, on n'a pas son nom, son âge, son sexe, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un vrai parcours qui s'est vraiment terminé par un achat de billets sur le site Air France. Donc, vous voyez la bulle rouge qui signifie qu'il y a eu conversion. Donc, il y a eu conversion le 16 février. Je tiens à dire que c'est mon anniversaire. Rien à voir. Donc, conversion le 16 février, achat de billets d'avion le 16 février, pour un parcours qui a débuté tout début janvier, le 2 janvier, et qui a débuté donc par une recherche sur Google où la personne a tapé dans le moteur de recherche « vol Paris-Vienne », qu'elle a atterri sur le site de Voyage SNCF. Elle a refait une recherche le même jour en tapant exactement la même chose, enfin quasiment la même chose, vol pour Vienne dans le moteur de recherche. Là, elle est allée sur Vueling. 10 jours après, elle s'est reconnectée sur Google. Elle a tapé vol pour Vienne, mais elle atterrit sur Lufthansa. 2 semaines plus tard, elle a tapé la même chose sur le moteur de recherche et elle a atterri sur EasyJet. Et elle a terminé par un accès donc, à Air France. Et là, elle a directement prononcé ou tapé la marque Air France et elle a finalisé sa conversion sur Air France. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. On a un autre exemple qui est sur un parcours séjour, donc où la personne a terminé par acheter un séjour sur Look Voyage. Et là, vous voyez que la recherche avait commencé, donc ça a pris plus longtemps.
Ça a débuté tout début janvier aussi. On voit de notre côté une digression complète, mais des pics de recherche sur les voyages dès le retour des vacances de Noël, c'est assez classique. Donc 1er janvier, première recherche, Bayahibe pas cher, donc destination de la République dominicaine. Je regarde le site de voyage privé. Vers le 20 janvier, je me reconnecte, je cherche cette fois Cuba pas cher, all inclusive, une recherche encore beaucoup plus spécifique. Je vais sur le voyage, une première fois. C'est pourtant le site sur lequel je vais convertir, mais je convertirai finalement exactement 2 mois plus tard. Le même jour, je vais consulter Go Voyage. Ensuite, quand vous voyez donc, les fois où vous ne voyez pas, vous ne retrouvez pas le petit encart Google, c'est-à-dire que ça a été des accès directs, en tout cas qui ne sont pas repassés par le moteur de recherche pour accéder au site. Donc là, je me suis connectée directement sur Go Voyage, directement sur Kayak, puis sur Voyage Privé où je suis retournée. Hop, j'ai fait une session sur Opodo début mars. Et finalement, le 19 mars, j'ai retapé Cuba pas cher, all inclusive, c'est-à-dire la même recherche que 2 mois avant. Et là, je suis retournée sur le voyage et cette fois-ci, j'avais suffisamment d'informations à ma disposition pour me dire que c'était effectivement la meilleure offre et que j'allais pouvoir acheter mon séjour. Donc, comme vous le voyez, les parcours, là, c'est vraiment 2 exemples précis, mais donc, ce sont des parcours qui sont uniques à chaque voyageur, il n'y a pas de règles. En revanche, ce qu'on retrouve, c'est des points de passage qui sont assez clés et qu'on retrouve très souvent dans les parcours qu'on observe. Donc, un accès via le moteur de recherche, des passages chez des online travel agencies ou des agrégateurs type Kayak, TripAdvisor, Trivago, etc. Des sites de fournisseurs, évidemment. Et puis, et là, ce n'est pas reflété par cette étude, mais il ne faut pas oublier le monde réel, le monde des agences, les call centers, qui sont aussi évidemment très présents et on va le voir dans les parcours, au sein des parcours digitaux. Alors, si on regarde un peu l'importance du moteur de recherche, vous avez vu quelques exemples là. Finalement, ce qu'on voit, c'est, alors je m'excuse, hein, c'est la partie un petit peu auto-centrée, Google. On a 87% donc, des voyageurs qui ont effectué au moins à un moment donné une recherche sur le moteur de recherche, sur desktop, à un moment du parcours. J'insiste sur le fait que ce chiffre est un peu conservateur, puisque là encore, on ne parle que de desktop. Si on regarde donc un petit peu plus précisément, donc là, la question est un petit peu différente, c'est en fait, on a demandé donc aux voyageurs quel a été on leur a pas demandé d'ailleurs, on a observé parmi de leur parcours, quel était le premier point de contact digital d'entrée dans le parcours. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le search est assez souvent le premier point de contact, mais qu'il y a aussi, donc, dans 39% des cas sur Total Voyage, les sites fournisseurs qui servent de premier point de contact. Les OTA, un petit peu moins. Alors que les OTA, donc, quand vous regardez sur la catégorie hôtel spécifiquement, dans un quart des cas, c'est le premier point de contact. Et les agrégateurs qui sont en revanche un peu plus rarement le tout premier maillon de la chaîne. Alors, une évidence, mais qui mérite peut-être d'être dite. Donc là, on a demandé, donc c'était via le questionnaire, à quel moment de leur parcours est-ce qu'ils ont utilisé leur mobile. Et donc, dans une majorité des cas, le mobile est plutôt utilisé en début de parcours. Donc à ça, il y a beaucoup de raisons. Le total ne fait pas 100 puisqu'il y avait une réponse qui était tout au long du parcours, donc qui a été cochée par certaines personnes. Et évidemment, on s'attend à ça. Le mobile est beaucoup utilisé en inspiration, en amont, pour commencer à trouver des idées. Puis une fois qu'on veut vraiment choisir, se poser à plusieurs, prendre une décision, acheter, là, on a encore des systématismes qui vont vers le desktop, qui sont aussi dus d'ailleurs à des actifs digitaux qui ne sont pas forcément complètement au niveau sur le mobile chez beaucoup d'acteurs et qui ne donnent pas forcément envie de concrétiser une vente directement sur le mobile.
Si on continue, donc on voit un petit peu donc c'est une stat qui ressemble à celle que je vous ai montrée précédemment, où on a essayé de voir un petit peu les interactions entre les points de contact chez les online travel agencies et les fournisseurs. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 66% des utilisateurs qui ont fini par réserver sur Booking.com qui ont, à un moment donné, consulté un site d'hôtelier avant. Et 34% des utilisateurs qui ont réservé sur le site d'une compagnie aérienne un billet d'avion qui était passé sur le site de Liligo. Du coup, moi ce que me fait dire le premier point, juste si on peut revenir juste un instant, sur ce 66%, ça veut quand même vraiment dire, ça illustre l'importance d'avoir des actifs digitaux efficaces pour essayer de convertir dès la première visite sur le site de l'hôtelier, pour éviter d'avoir toute cette, autant de personnes qui derrière réservent sur Booking. Alors, si on deep dive un peu sur les outillers, donc là, on a demandé donc, quelle était la première motivation pour utiliser un outil. Alors, ce qui revient en premier, c'est la facilité d'utilisation. Donc, clairement, à la fois sur l'hôtel et sur les vols, c'est la facilité d'utilisation qui est citée en premier, la facilité, la rapidité qui vient juste derrière. Donc, c'est vraiment le premier driver sur ces acteurs-là. Et quand on regarde derrière la même question à l'inverse, donc qu'est-ce qui vous fait privilégier un site de fournisseur par rapport à celui d'un outiller, donc c'est le slide d'après. Là, on a le prix qui remonte en premier, donc on s'attend à trouver un prix moins cher si on va directement à la source chez le fournisseur. Et peut-être intéressant de noter que pour les vols, on a la rapidité de réservation qui est citée en deuxième, ce qui fait honneur à ce qui est fait par les compagnies aériennes pour avoir du coup des actifs digitaux efficaces pour faciliter la réservation. Alors ensuite, donc j'ai évoqué ça rapidement tout à l'heure. On se rend compte que, enfin là moi je vous ai beaucoup parlé digital parce que voilà, c'est ma spécialité, mais il n'y a pas que le digital dans la vie, est mis dans un parcours travel. Et ce que vous voyez, c'est que notamment pour la catégorie séjour, mais aussi pour les autres, on a une très très grande majorité des gens qui cherchent à la fois en ligne et hors ligne. Donc c'est 83% des voyageurs donc, qui disent avoir recherché à la fois en ligne et hors ligne sur un parcours séjour. Et quand vous regardez, donc, ceux qui ont cherché seulement hors ligne, la proportion est minuscule. Mais pour un séjour, ceux qui ont cherché uniquement en ligne, c'est quand même une minorité aussi. Hein. C'est seulement 11%. Donc, à la fin, il y a quand même besoin d'un call center ou d'une recommandation, d'un contact offline dans une majorité des cas. Alors, en conclusion, pour avoir quelques recommandations à sortir de tous ces chiffres, peut-être le premier point, il est autour de l'importance de travailler sa notoriété et la considération de sa marque. On a vu, et c'était la stat que je vous ai partagée en ouverture, qu'on a un utilisateur sur deux qui n'a pas de marque en tête au moment où il commence son parcours voyage. Donc, c'est énorme. Vous allez voir sur le slide d'après le détail par sous-vertical. Donc, vous voyez que globalement, donc, on est autour de 50%. Mais c'est assez dingue de voir pour l'hôtellerie, par exemple, qu'on a les 2/3 des gens qui n'ont pas décidé de la marque avec laquelle ils vont partir. Alors, quelque chose qui fait réagir tout de suite, et je préfère anticiper la question, donc sur le train. Donc, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui savait qu'il allait prendre le train, c'est quelqu'un qui a, et qu'on a vu du coup, qui a fini par réserver un billet de train, mais dans le cadre de sa recherche, et on l'a très bien vu précédemment, il a pu consulter les sites de Blablacar, les sites de Webus, d'autres alternatives, et donc c'est normal aussi qu'on ait une majorité des gens
une majorité, en tout cas 45% de la population qui n'ait pas de marque en tête au début de sa recherche. C'est une recherche de transport plus qu'une recherche de train. Alors, même si le prix reste un critère fondamental de choix, l'expérience que les acteurs du voyage vont offrir à leurs clients pendant leur voyage, c'est ça qui est décisif pour fidéliser. Et donc là, on a posé la question, donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes un client fidèle à la marque avec laquelle vous avez réservé? Et ce qui ressort en tête très largement, c'est l'expérience positive que j'ai eue pendant mon voyage, donc sans grande surprise. Moi, ce qui m'a fait réagir aussi à la lecture de ces résultats, c'est l'importance quand même de l'expérience positive de la préparation de voyage et de la réservation. C'est quand même 33% qui disent que je vais être fidèle à cette marque parce que l'expérience de réservation, de recherche d'informations a été aussi agréable. Alors, deuxième recommandation, de maximiser votre visibilité sur le moteur de recherche. Et là, peut-être pour l'illustrer, alors je m'excuse parce que c'est peut-être un peu plus pour les initiés, mais c'est une stat que je trouve intéressante. En fait, on a l'habitude de décomposer les recherches sur Google de deux manières. En fait, on parle des recherches de marque. Donc là, l'utilisateur va taper chambre d'hôtel Ibis et des recherches génériques où je vais chercher hôtel Paris, hôtel Pau, séjour Tokyo, etc. Et donc, on a regardé pour les différentes sous-verticales du travel, quelle était la répartition entre les recherches où l'utilisateur va taper un mot-clé de marque et où l'utilisateur va uniquement utiliser des mots-clés génériques. Et je trouve que c'est assez intéressant de comparer donc, ces sous-verticales entre elles. Et c'est pas tellement étonnant finalement de voir que on a autant de disparités. Donc typiquement sur la location de voiture, apparemment pas de forte préférence de marque qui semble émerger puisqu'on tape énormément de génériques. Il y a seulement 29% des recherches donc, qui sont sur uniquement de la marque. Pareil sur la location de vacances. Pas tellement beaucoup de recherches génériques. Sur le covoiturage, on a énormément de marques et là, c'est pas très surprenant parce qu'en fait, à partir du moment où on a une marque forte qui, avec une très très forte notoriété sur son créneau comme Blablacar, il y a beaucoup de gens qui vont entrer directement sur leur recherche via le nom de marque. Et puis, on a des situations qui sont un peu plus mixtes sur d'autres, comme le séjour, comme l'hôtel. Et dernière recommandation qui fait écho au parcours qu'on a vu précédemment. Donc, optimiser le tunnel de conversion et essayer autant que possible de faire que vous ayez des actifs digitaux qui donnent envie de convertir dès la première visite. On a vu qu'il y a beaucoup de visites en général dans un parcours voyage, mais elles ne sont pas toutes sur le même site. Et donc, en fait, on n'a pas forcément plusieurs chances de convaincre. Donc là, ce qu'on a comparé, c'est donc sur différentes sous-verticales, quelle est la proportion des conversions qui se font à la première visite, à la deuxième visite ou seulement à partir de la troisième visite. Et donc, vous voyez que, par exemple, sur les sites d'hôteliers, là, il y a une forte proportion des gens qui convertissent à la première visite. En revanche, sur les sites d'hôteliers liés à l'hôtellerie, donc typiquement Booking, Expedia par exemple, bien souvent les gens ne vont pas convertir à la première visite, mais revenir et convertir après. Ce qui est frappant aussi, c'est la location de vacances. Donc sur la location de vacances, c'est extrêmement rare qu'on convertisse à la première visite. Dans 2/3 des cas, il va falloir plus de 3 visites sur le même site. J'insiste, là, on n'est pas sur le nombre de visites au global sur un parcours, on est sur le nombre de visites que je vais faire sur un site. Et donc, sur la location de vacances, je vais peut-être avoir besoin de plusieurs visites sur le même site pour faire mon choix et finalement passer à la réservation.
Et enfin, donc dernière recommandation, donc travailler l'expérience client cross-device, c'est-à-dire entre desktop, mobile, tablette et app, et cross-canal, donc entre le digital, les call centers, les agences, pour que tout se parle et qu'on offre une expérience sans couture à son client. Pour l'illustrer, donc ce qu'on a vu donc à travers cette étude, c'est que dans plus d'un parcours sur deux, il y a plus de 2 appareils différents qui ont été utilisés. Et en fait, sur un parcours sur deux où il y a eu plus de 2 appareils, en réalité, il y en a encore la moitié qui ont utilisé plus de 3 appareils. Donc, c'est vraiment hyper important de réussir à offrir une expérience la plus optimisée et sans couture possible à ses utilisateurs. Donc voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Peut-être en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des voyageurs donc, français qui sont relativement peu fidèles à des marques, des usages digitaux qui vont pas en se simplifiant, peut-être au contraire, qui sont extrêmement complexes, extrêmement riches, à la fois en termes de device, d'interaction offline, online, autant de parcours que de voyageurs finalement. Mais des constantes. Donc, des constantes, c'est passage par un moteur de recherche, c'est passage sur des sites d'outillés, d'agrégateurs, des passages offline assez systématiques. Et donc, la nécessité de vraiment travailler ces actifs digitaux pour avoir cette expérience sans couture. Là, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline, pour avoir pris le temps, malgré tout, d'être avec nous et de nous avoir présenté ces chiffres. Si je peux vous faire une suggestion au nom de 850 participants ici, et probablement beaucoup plus qui nous regardent peut-être directement en ligne, est-ce qu'on pourrait ajouter l'année prochaine, hein, dans le questionnaire, une question sur le choix de la destination ? Parce qu'on aimerait bien savoir aussi comment les gens choisissent une destination, ça fait partie des questions. Est-ce que là aussi, sur la destination, on parlait de marque tout à l'heure pour les sous-segments que vous évoquiez, mais est-ce qu'on a déjà une idée en tête? Est-ce qu'on regarde les destinations de façon très diversifiée ou pas? Donc voilà, je pense que tous les acteurs présents ici qui représentent ces organismes de gestion de destination seraient intéressés par avoir un retour aussi précis que celui que vous pouvez avoir sur tous les segments que vous étudiez. Ben, c'est une très bonne suggestion et je me le suis noté immédiatement. Donc, on essaiera d'intégrer ça pour la prochaine édition. Ça veut dire que vous revenez pour 2018 Ben, avec plaisir, cette fois sur place. Cette fois sur place, j'espère. J'espère aussi que vous serez avec nous et qu'on aura donc un focus spécifique sur ce segment destination. Ce serait super. On a peut-être, juste pour préciser aux gens, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui prenaient des photos de vos slides, elles sont en ligne sur SlideShare, donc vous pouvez les retrouver. Et j'imagine qu'on peut les retrouver sur peut-être votre site directement. Non, je pense que si vous les avez mis en ligne, c'est bien, mais le mieux, c'est de les récupérer si vous les avez mis en ligne, c'est parfait. Parfait. Donc sur le SlideShare rencontre e-tourisme, donc vous retrouverez ces données qui, je pense, vous serviront et que vous utiliserez pour mieux vendre vous aussi vos destinations. On l'a vu aussi communiquer auprès de vos partenaires, et je pense notamment aux hôteliers, parce que c'est probablement un des chiffres les plus marquants, je trouve, de votre présentation. La difficulté de nos hôteliers à mettre en place des tunnels de conversion qui soient efficaces font que les gens, effectivement, vont repartir sur Booking. Et ça, c'est assez dramatique. Et il faudrait effectivement que les gens sur le terrain s'en rendent compte. Et le chiffre est assez éloquent de ce point de vue. Merci beaucoup, Caroline. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et on se retrouve donc très bientôt, à l'année prochaine, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.